Donc, aujourd'hui, on va parler, dans la suite des webinaires précédents, de professionnels de la participation, de qui ils sont, etc., et comment ils travaillent. Alors, avant ça, un petit rappel pour les participants et participantes d'aujourd'hui. Donc, on est au webinaire numéro 13, commencé en novembre. C'est la première fois qu'on est sur la plateforme INRAE, qui vient d'être ouverte enfin. Et on va donc aujourd'hui aborder les professionnels, et les deux sessions suivantes sont sur l'internationalisation dans le domaine de la participation et puis sur des questions de formation. Voilà. Alors, on va poser essentiellement trois questions. Qui sont les professionnels de la participation? Quelles sont un peu leurs spécialités, leurs métiers, les différents réseaux? Et puis, on va, en discussion, plutôt se poser la question de comment travailler avec elles et eux, comment choisir des consultants. On aura deux témoignages de professionnels qui sont présents aujourd'hui, Anne-Isabelle Pardiney et Elsa Le Tertre, que je vais laisser juste se présenter en amont maintenant, les caméras étant activées. Anne-Isabelle, vous voulez commencer? Oui, donc Anne-Isabelle Pardiney, je suis commissaire enquêtrice et garante de la participation. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Merci. Issue de Elsa? l'urbanisme, de l'histoire, de l'archéologie à l'origine. Voilà. Bonjour à tous, donc Elsa Le Tertre, je travaille pour un bureau d'études, une SCOP, qui s'appelle l'ISOD, et donc on accompagne des processus de démarche participative, et ça va être assez complémentaire avec Anne-Isabelle, parce qu'en général, moi j'accompagne des processus de concertation volontaire, donc qui ne rentrent pas forcément dans le cadre des concertations obligatoires, et donc ça fera voilà, les deux volets de la chose entre Anne-Isabelle et moi. Merci bien. Alors, c'est qui les professionnels de la participation en France et quels sont les réseaux? On va d'abord s'appuyer sur le référentiel de l'Institut de la concertation, où il y a un mécanisme d'autodéclaration pour les gens qui se considèrent eux-mêmes comme des professionnels de la participation. Donc là, vous avez les chiffres, je ne les reprends pas oralement, sur le nombre de personnes concernées. Ça concerne 1500 personnes à peu près au total, des catégories variées, des consultants, des agents territoriaux, des gens originaires d'associations, des catégories hautes dans lesquelles on retrouve en fait pas mal d'associatifs, et puis des gens venant d'entreprises et de chambres consulaires, des élus, quelques élus. Donc ça, un premier réseau et une première classification de ces professionnels. Bon, après, il y a les chercheurs, on en a déjà parlé lors du précédent webinaire, donc, auquel je vous renvoie, avec les 56 laboratoires du GIS Démocratie et Participation et d'autres qui n'en font pas partie. Le monde des entreprises, qui est globalement bien représenté par le réseau Décider Ensemble. Là, vous avez les logos d'un certain nombre de ces entreprises qui vont le plus souvent être des maîtres d'ouvrage, et pour certains ont des vraies unités de participation en leur sein. C'est particulièrement vrai pour les grands organismes, disons, privés parapublics français, SNCF, EDF, etc. Et puis le réseau gouvernemental public, qui a plusieurs instances, mais ici je vous donne le lien par rapport à Etalab, qui est dans le domaine de la modernisation de l'État, en fait, et qui est un groupe spécifique qui s'appelle Gouvernement et Citoyens. Donc c'est ça, voilà en gros les pros en France. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont des rôles extrêmement variés selon les types types de dispositifs et les types d'actions, de demandes qu'on leur fait. Ça va du conseil à la formation, la médiation, la facilitation, des enjeux de régulation, des enjeux d'évaluation, on va en parler, le fait de pouvoir faire un reporting, un rapportage sur un processus. Et puis, en arrière-plan, il y a des positionnements qui sont un peu plus dans la structure politique, sur le fait de rassurer un dispositif, d'établir de la confiance, de prendre en charge une part de responsabilité procédurale, et puis des démarches qui relèvent de l'acceptologie dans beaucoup de contextes. Et ça correspond à des savoirs et des savoir-faire. Et nous, on insiste souvent sur les savoir-faire et les savoir-faire-faire. C'est-à-dire qu'il s'agit que les professionnels de la participation soient surtout en capacité de permettre aux autres de faire un certain nombre de choses, de leur permettre de faire d'abord, mais aussi de faire faire à d'autres. Et ça va de parler, partager, créer, etc. Et aussi aller vers quelque chose, c'est-à-dire réaliser quelque chose, pas simplement s'arrêter dans le blabla d'une participation sans fin. Et vous savez à quel point on insiste ici sur la notion de participation décisionnelle. Et donc, le mot-clé pour nous, c'est souvent l'accompagnement. Alors, ces accompagnements prennent des formes variées, mais dans l'accompagnement, ce n'est pas pour être à la place d'eux, ça c'est très important, on y reviendra sur les questions d'éthique et de posture. Alors, il y a beaucoup de titres, de mots dans le domaine.
J'en ai mis une partie, je suis sûr que j'en ai oublié, donc il faudra éventuellement nous aider à en rajouter, mais bon, on a les consultants, les experts dans toute leur variabilité, ça c'est très très flou. Je voudrais revenir sur quelques points, donc la notion de facilitateur, facilitatrice, donc ça c'est assez formalisé, c'est des personnes qui vont assurer un rôle intermédiaire de réalisation des dispositifs collectifs, qui renvoient à ce qu'on a aussi nous-mêmes critiqué comme étant trop souvent assimilé à de la participation qui est uniquement de la dynamique de groupe. C'est très important, mais ce n'est pas la totalité de la participation. Et ça, c'est normalisé, par exemple, par l'Association internationale des facilitateurs. Vous avez les médiateurs et les médiatrices sociaux, qui est aussi normalisé. Et puis, vous avez tout le pool des animateurs et des animatrices. Donc là, c'est relativement informel, voire très informel, avec un grand mélange d'activités, avec des gens qui sont plutôt sur la procédure, donc comment agir et décider ensemble, etc. Et puis d'autres sur le contenu. C'est le cas particulièrement dans le domaine de l'environnement, par exemple, avec tout le vaste groupe des animateurs dans les CPIE. Et je ferai un petit passage dans le cas spécifique de l'éducation populaire, qui est très important historiquement dans ce domaine, puisque ça a été un vivier majeur d'émergence de personnes compétentes, je dirais, dans la participation. Puis après, on a d'autres rôles qu'il ne faut pas oublier. Donc, il y a les rôles des pilotes, les maîtres d'ouvrage, les pilotes de participation, sont en général plutôt administratifs et gestionnaires. On a des pilotes politiques, c'est des élus qui portent la volonté de mise en participation. On a des rôles locaux dans les administrations locales, des collectivités, les chargés de démocratie locale, de vie citoyenne, etc. Bon, les intitulés varient. Et puis, on va en parler aujourd'hui, les garants, les garantes, les commissaires enquêteurs, enquêtrices, etc., qui sont aussi très formalisés. Et puis derrière, on a des observateurs, des évaluateurs. On va retrouver beaucoup de gens avec des formations en sciences humaines et sociales. Et enfin, les chercheurs dont on a déjà parlé. Et puis dernièrement, on voit émerger une professionnalisation de certains nombres de citoyens dont on parlera un petit peu. Alors, beaucoup de choses, et comme d'habitude dans ces webinaires, on va très vite, donc je ne vais pas relire tous les éléments sur les questions d'origine, de posture et d'éthique des professionnels. Je vous renvoie au document qui est là, qui a été un travail un petit peu de synthèse qui a été réalisé au sein de l'ICPC dans ce domaine. Quelques points un peu saillants et importants. Premièrement, l'idée d'une conviction, le besoin d'une conviction initiale, d'une motivation forte et d'une expérience de terrain, une pragmatique pour être un professionnel. Et puis après, il y a beaucoup d'éléments sur les postures, sur des problèmes de neutralité ou de non-neutralité, c'est-à-dire piloter versus simplement orienter, conseiller, où est le réglage. Énormément de choses sur l'écoute, l'inclusion, la tolérance, la relation au conflit, le conflit comme étant co-constructeur d'un certain nombre d'éléments de progrès, ce sur quoi on insiste sur la relation entre acceptologie, décision, etc. La position en évolution entre la participation amont et la participation aval, on va en revenir sur les questions d'enquête publique. Les enjeux de responsabilité, de rôle tampon, de portage d'une demande démocratique, etc. Et puis, ce qui a à voir avec l'évaluation, la reddition des comptes, la transparence dans les dispositifs. Et derrière, il y a plein de questions éthiques assez compliquées et en cours de débat dans les communautés de professionnels sur la connaissance, sur l'importance et la focalisation procédurale et aussi sur la relation entre une éthique personnelle qui est liée à la conviction et puis un contexte d'emploi qui peut être un contexte d'emploi dans un contrat ou à l'intérieur d'une structure. Voilà. Comme d'habitude, très très vite, je suis désolé. Et donc, je vais donner la parole dès maintenant à deux professionnels qui vont nous parler un peu de leur métier, de leur pratique, à commencer par Elsa Le Tertre de l'ISOD. Pardon. Merci Nils. Ouais, super. Donc, il n'y a que 3 diapositives et qui sont assez touffues. Enfin, il y a pas mal de choses dessus. Je ne vais pas toutes les lire. Je vous laisse les regarder, puis je vais plutôt compléter. Donc, voilà, je me suis présentée tout à l'heure. Moi, je m'appelle Elsa Le Tertre. Je travaille dans une structure qui s'appelle l'ISOD. Donc, on est 6 consultants. Là, vous avez mes collègues aussi à l'écran. Peut-être certains d'entre vous en ont croisé un ou plusieurs. Donc, la structure, elle existe depuis 2008, donc maintenant 13 ans. On est basé à Montpellier, mais on intervient un peu partout en France et à l'étranger. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des partenaires ou des commanditaires dans la conception de leur démarche participative, l'animation de ces démarches et l'évaluation. Donc là, sur la diapo, vous voyez les différents thèmes et les différents titres un peu de projets qu'on peut accompagner. Donc, c'est assez varié. Et je vous le disais tout à l'heure,
Souvent, c'est des projets qui ne relèvent pas d'une concertation obligatoire réglementaire, mais qui viennent plutôt de façon volontaire à l'initiative d'acteurs publics, souvent. Tout simplement parce que c'est des questions sur lesquelles il y a besoin d'une coordination entre différentes compétences, ne serait-ce qu'entre les différents acteurs publics. Donc, quand on accompagne les concertations, il y a déjà accompagné le volet multi-acteurs entre les millefeuilles collectivités, services de l'État, représentants d'eux, chambres consulaires, associations. Et après, je dirais, ou à côté, il y a aussi tout le volet citoyen. Mais d'un projet à l'autre, il y a presque toujours le multi-acteur institutionnel et parfois, il y a aller jusqu'aux citoyens. Donc là, j'imagine que ma collègue aussi en parlera un peu plus du volet citoyen sur les garants et commissaires enquêteurs. Donc voilà, je vous laisse découvrir un peu les différents types de sujets sur lesquels on peut intervenir. La diapo suivante. Donc l'intérêt de faire appel à un consultant, pourquoi faire appel à un consultant? Donc la principale raison, c'est se faire conseiller sur la conception et le pilotage de sa démarche. Donc c'est vraiment un accompagnement dans la réflexion de la stratégie. Qui j'ai envie d'associer à ma prise de décision, ces personnes, de quelle façon je peux les associer, dans les contraintes que j'ai, le temps imparti, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant, qui aura le plus de sens. Donc voilà, on va essayer de répondre à ces questions et accompagner notre commanditaire. Une fois que le processus il est établi avec lui, on peut l'accompagner dans l'animation ou la facilitation, disait Niels, des ateliers eux-mêmes. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir une tierce personne qui peut être vue comme neutre et expérimentée aussi. Ça dépend cas par cas des demandes. Des fois, ce qui est intéressant, c'est soit le commanditaire facilite lui-même, mais des fois, il veut aussi avoir des personnes plus expérimentées. Ça peut être intéressant d'avoir un évaluateur neutre et expérimenté là aussi, et puis faire appel à un consultant pour se former soi-même. Donc, les étapes de l'accompagnement, on retrouve ce que j'ai dit, l'analyse du contexte, la planification du processus, le choix des outils, la facilitation des ateliers, l'évaluation. Et la façon dont on peut faire appel à nous, il y a différentes façons, donc de gré à gré, et là, ça dépend aussi un peu des seuils de marché public et autres, par appel d'offres, accord cadre, comme ça se fait beaucoup maintenant, ou appel à projet, donc quand on intervient aussi dans les projets de recherche ou d'aide au développement. Vous avez des logos avec des exemples de structures, de clients avec qui on a pu travailler pour vous montrer que ça peut être très, très, très large. C'est des accompagnements aussi dans le temps qui peut être très varié. Ça peut être un accompagnement sur quelques mois ou sur plusieurs années. Voilà, je crois que la diapo suivante. L'intérêt aussi pour des pros, on va dire, c'est de contribuer, de partager en fait nos expériences dans le réseau de pairs. Et donc, à ce titre, nous, on s'enrichit beaucoup de ce que font les autres et on propose aussi, on essaye le plus possible de mettre en ligne gratuitement sur notre site internet différents retours d'expérience de nos propres processus. Donc, notamment, vous pouvez retrouver un guide de la concertation territoriale et de la facilitation et différents bilans de concertation pour aller voir ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est aussi un des intérêts de ces réseaux professionnels. Alors après, pour essayer de répondre un peu plus, donc là, c'est les seuls diapos que j'avais. Ça sera plus répondre à vos questions. Et je peux peut-être rebondir directement sur les questions que tu avais mis en introduction, Niels. Donc, sur le métier, un peu d'où on vient et comment on devient pro de la concertation. En fait, pour nous, il y a un peu c'est un croisement, on va dire, du champ social et du champ technique souvent. Donc, soit c'est des personnes, pour mes collègues et moi-même, qui ont une formation plutôt technique scientifique. Donc, pour moi, ça a été gestion de l'environnement à l'université. Donc, d'autres collègues qui sont agronomes et qui ont un intérêt assez marqué pour le champ social et qui vont compléter de par leur lecture et puis après partage d'expérience le volet sociologie, sciences politiques. Ou à l'inverse, souvent, et pour d'autres collègues, c'est des gens qui ont des formations plus sociales et politiques, mais un intérêt certain pour les sujets un peu techniques, puisqu'on se retrouve dans toute concertation, souvent avec ce côté de décortiquer des sujets un peu complexes, avec différents liens de cause-conséquence qu'il faut être capable d'expliquer, de mettre en débat. Donc, je dirais que c'est assez vaste d'où on peut venir.
Et après, on se forme en partie sur le tas, à travers l'expérience, et en partie par les lectures, bibliographie, contact avec la recherche, les autres collègues. Donc ça, c'est pour la partie un peu métier. Ceci dit, aujourd'hui, il y a des parcours universitaires spécifiques qui sont en train d'apparaître pour des gens qui sortent avec des diplômes de type animateur de démarche participative, mais c'est assez récent. Je pense que je n'ai pas du tout utilisé les 10 minutes, mais si vous avez des questions plus précises… Alors, je propose qu'on prenne les questions en fin de discussion, Elsa, sans difficulté. Je te remercie tout à fait effectivement de ce respect du temps. Je veux juste faire une précision, parce que je ne l'ai pas dit au début, je l'avais dit lors des sessions sur le numérique. Donc, il y a un très grand nombre d'acteurs. J'en fais intervenir un certain nombre d'acteurs privés. Bon, le cas de l'ISOD est particulier parce que c'est vrai qu'on a une collaboration ancienne et on sait qu'ils ont un travail de réflexion sur leurs pratiques et important, ce qui est le cas d'autres structures aussi. Donc, c'est un choix effectivement de relations historiques qui m'a conduit à demander à l'ISOD. Encore une fois, il y a d'autres structures et elles sont bien représentées dans l'ICPC par ailleurs. Et merci Elsa pour ce témoignage. Alors, je donne la parole à Anissa Pardiney pour la suite et je vais recouper mon micro parce que j'ai beaucoup de bruit chez moi. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la concertation réglementaire, la participation citoyenne réglementaire. Donc, je vous l'ai dit, je suis commissaire enquêteur depuis 17 ans et issue de l'urbanisme. Et ensuite, je suis garante depuis 4 ans. Donc, c'est une pratique professionnelle que je vais vous présenter avec évidemment dans son écosystème. Donc, pourquoi existait-il des procédures de démocratie réglementaire? Il y a 2 conséquences lorsqu'on réalise un projet. Donc, la première conséquence, c'est l'atteinte à la propriété privée. C'est c'est ce qui a amené d'une façon la plus ancienne à créer cette espèce de médiateur qu'est le commissaire enquêteur. Donc, l'enquête publique est issue des lois de la Révolution française ou des lois libérales où on a mis le citoyen au centre du débat. Et surtout, elle a eu beaucoup de succès et il y en a eu énormément au 19e siècle, où dans une France très rurale, on a fait passer, imaginez-vous, des voies de chemin de fer à travers champs, prés et campagnes. Donc, grosse atteinte à la propriété privée. On peut atteindre le droit à la propriété privée des citoyens, mais il faut que ce soit pour l'intérêt général, pour le bien de tous, et après enquête publique, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Voilà, je vous ai mis des petits dessins voilà, pour vous, qui m'amusent beaucoup, de Xavier Gorce. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, deux sujets lorsqu'il y a un projet, l'impact sur la propriété privée et depuis des années 70, la prise de conscience qu'il y a aussi un impact sur l'environnement. Donc, des lois successives depuis 1976 qui sont vraiment, il y a à peu près 3 textes au moins qui sortent par an. Donc, sur la protection des paysages, la loi montagne, la loi littorale, les zones protégées, les ICO, les SNIEF, tout ce que vous connaissez les pros de l'environnement. Et tout ça est tenu dans le Code de l'environnement qui régit les enquêtes publiques et les concertations réglementaires. Voilà, on peut passer, si vous voulez, on peut continuer. Voilà. Donc, il y a 3 formes principales de démocratie participative réglementaire. Vous les voyez ici. Donc, voilà, je vais y revenir tout à l'heure. Les 2 premières se font avec un garant de la concertation, la dernière avec un commissaire enquêteur. On peut passer. Voilà, donc c'est obligatoire lorsqu'il y a un projet, un plan ou un programme. Le maître d'ouvrage le sait. Donc, je vais passer rapidement sur la concertation réglementaire. Je pense que vous connaissez le système. L'information du public, il y a un dossier, on s'assure qu'on soit commissaire enquêteur ou garant, que le dossier est vraiment transparent. Ensuite, il y a une consultation. Dans la consultation, ce sont des réunions publiques ou des permanences. Il y a beaucoup de présentiel pour le commissaire enquêteur. Il reçoit le public, il l'écoute. Et il y a depuis quelques années dû dématérialiser avec des registres dématérialisés qui sont ouverts du premier jour au dernier jour de l'enquête. Voilà la personne. Excusez-moi, Anissa, si vous pouvez prendre la main sur le passage de transparence, si vous voulez. Je m'excuse de vous interrompre.
vous pouvez prendre la main sur le passage des transparents, je vous l'ai Oui, je donné. peux. Voilà, vous pouvez. Ah, c'est super. Je peux où? Je peux où? En bas, d'accord? Non, ça Voilà. marche. Ah voilà, très bien, Ici, ça marche. impeccable. Super. Oui, c'est mieux. Donc, très bien. Ah, je vais trop vite. Attendez, excusez-moi. Hop, ah, bon, c'est un peu, il y a un peu de attendez, excusez-moi, il y a un peu de retard. Voilà. Donc, les qualités impartiales, neutres et indépendants. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu. Voilà. Alors, le garant de la concertation, je commence par lui alors que c'est le petit nouveau, hein, mais c'est parce qu'il intervient plus tôt dans la procédure. Donc, je commence par le garant. Donc, il est recruté sur la base du volontariat. Hein. Vraiment, il y a des ressemblances entre le garant et le commissaire enquêteur. Les deux sont volontaires, à part que… Ah, il a changé. Pourquoi ça a changé Excusez-moi, je reprends au garant. Il est recruté au niveau national. Donc, premier recrutement, en fait, c'est un petit nouveau, c'est un nouveau venu, hein, puisqu'il a été voulu par l'équipe de Ségolène Royal au moment où il y a eu toutes les manifestations sur Notre-Dame-des-Landes et le barrage de Sivens avec un jeune homme qui est mort. Donc, il y a eu une réflexion sur une concertation réglementaire qui pourrait peut-être éviter ce genre de problème. Donc, c'est l'ordonnance du 3 août 2016. Donc, il y a eu un recrutement des garants à la suite de ça, en l'été 2017. Et il y a eu 250 garants qui ont été recrutés par la Commission nationale du débat public. Donc, ils sont répartis sur le territoire. Il y en a 19 en Occitanie et 40% de femmes. Donc, on a un statut de collaborateur occasionnel du service public et on est renouvelable tous les 4 ans par passage devant cette commission nationale. On est nommé par la Commission nationale du débat public. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est, il faut que vous alliez sur le site. C'est une commission indépendante de 25 personnes. La présidente actuelle, le président ou la présidente est nommé par le président de la République, mais elle garde son indépendance malgré tout, et elle l'a prouvé, puisque actuellement c'est Chantal Joanneau. La CNDP avait été saisie par le gouvernement pour organiser le grand débat, et elle l'a refusé, puisqu'elle a estimé qu'il n'y avait ni le temps, ni les moyens pour organiser un grand débat qui serve à quelque chose. Donc, elle a été extrêmement flagellée pour ça. Et finalement, dès le début, elle avait bien vu, je pense qu'elle n'avait pas tort. Donc voilà, la CNDP gère ce pool de garants, il les nomme, il les recrute, il les forme. Et par contre, quand vous êtes inscrit sur la liste nationale des garants, vous pouvez aussi être saisi par un maître d'ouvrage directement, avec qui vous faites une convention dans le cadre d'une mission d'appui, de médiation, vous avez l'étiquette CNDP, mais vous n'agissez pas sous l'égide directe de la CNDP. Donc, le commissaire enquêteur, si il va passer après, hop, voilà. Ah, mais ça, excusez-moi, mais il y a un peu de retard à l'allumage, donc chaque fois, je vais trop vite. Hop. Voilà. Non, voilà. Très bien. Alors, le commissaire enquêteur, c'est un vieux routeur de la participation et il a souvent une image un peu vieillotte, d'ailleurs, qui lui colle au basque, alors que ce n'est pas vraiment le cas actuellement. Le commissaire enquêteur a rajeuni, c'est un peu féminisé, peu, mais quand même. Donc, c'est pareil, recruté sur la base d'un volontariat. Par contre, la commission est départementale. Il y a à peu près une quinzaine de personnes à cette commission, dont des associations environnementales, les maires, des représentants du département, des DTM. Vous avez la liste qui est non exhaustive ici. Il est renouvelable, pareil, tous les 4 ans. Il a le même statut. Et il a été, si vous voulez, son rôle a été précisé par les lois napoléoniennes. Et ensuite, il y a eu un grand moment de vacances jusqu'en 83 avec des lois dites Bouchardot qui ont cristallisé l'enquête publique moderne, on va dire, entre guillemets, et qui ont aussi mis l'environnement au premier plan de l'enquête publique. Puisqu'on a le code de l'expropriation et le code de l'environnement. Hein, on travaille avec les deux codes. Donc, on a 4000 commissaires enquêteurs environ, c'est pas exactement combien on est sur le territoire, et il y a à peu près 15% de femmes actuellement. Hein. Voilà, on a beaucoup de commissaires enquêteurs issus de la police nationale ou de la gendarmerie. Voilà, on a eu beaucoup de ça. Maintenant, on a beaucoup plus d'ingénieurs. C'est beaucoup plus professionnalisé maintenant. Voilà. Donc,
essentiellement nommé par le tribunal administratif après saisine du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage sait qu'il va avoir besoin d'une enquête publique. Il demande au tribunal administratif de choisir un commissaire enquêteur sur la liste préfectorale. Il y a très peu d'enquêtes nommées par le préfet et très peu d'enquêtes et quelques enquêtes nommées par les communes sur la voirie communale. Le maire peut désigner lui-même le commissaire enquêteur, mais toujours sur cette liste préfectorale. Hein. Voilà. Une minute, Anissa, s'il vous plaît. On peut aussi intervenir sur un autre département, hein, même si on est sur une liste préfectorale. Voilà, bon, donc je vais aller très vite. Donc voilà, on vérifie la bonne information du public, on est en relais, on recueille les observations et on rédige un document. Il y a une production et on donne un avis. Donc je vais vous montrer, oh là là, je vais vous montrer, donc 1 minute c'est très court. Donc je vais vous montrer voilà, la grande différence, si vous devez retenir qu'une seule chose, du rôle du garant ou du rôle du commissaire enquêteur, c'est 2 choses. Le garant, il intervient complètement en amont du projet, tout à fait au début du projet, et il donne son avis sur la qualité de la concertation et non sur le projet. Hein. Il est là pour vérifier que la concertation s'est bien passée, qu'elle a été transparente, que chacun a pu s'exprimer. Et il donne aussi des préconisations sur la suite, parce que la concertation préalable au débat public, c'est à peu près 2 mois. Et ensuite, il y a plusieurs années le projet peut être abandonné hein, à la suite. Le maître d'ouvrage peut décider d'abandonner le projet. S'il est poursuivi, peut y avoir 3 ou 4 ans d'études. Et le garant dit il faudrait faire des ateliers. Il donne des préconisations juste pour la concertation jusqu'à l'enquête publique. D'accord ? Voilà, je finis 2 minutes. Par contre, le commissaire enquêteur va donner, lui, son avis. Il agit, c'est le dernier maillon de la chaîne participative. On agit vraiment au dernier moment. Le dossier est fini. Il est déjà passé dans des différentes commissions. Il est passé dans les mains de la préfecture, des DREAL, etc. Les citoyens, ils ont un dossier qui est bouclé. Et donc, ça leur donne quand même aussi une idée vraiment sur le projet qui va sortir. Et en fait, il donne son avis sur la qualité de la procédure, mais aussi sur le projet. Il donne un avis défavorable, favorable ou avec réserve. Voilà. Et le projet peut aussi être abandonné à la suite de l'enquête publique. Voilà, il m'a enlevé le transparent. Voilà, donc je termine en disant que ce sont des procédures qui sont sous-exploitées pour le garant de la concertation, parce que c'est une procédure qui est nouvelle, donc il est parfois il n'est pas employé, et que l'enquête publique est une procédure qui est menacée, puisque les seuils d'enquête publique sont baissés et qu'ils sont parfois transformés par une simple concertation, c'est-à-dire qu'il y a un cahier qui est posé sur le bureau du maire hein, ou de la secrétaire de mairie, et il n'y a personne pour ensuite faire un bilan de cette concertation. Donc, c'est très grave. Tout le monde s'en fiche, mais c'est très grave. La loi ASAP vient de donner un coup très important à l'enquête publique. Et c'est parfois dans les territoires ruraux, la seule participation, la seule que connaît le public, c'est l'enquête publique. Elle est mal connue dans les villes, mais elle est très bien connue dans les territoires ruraux. Merci. Si vous voulez des renseignements sur comment devenir garant ou commissaire enquêteur, je suis à votre disposition pour vous en donner. Merci beaucoup, Anissa. Merci pour votre engagement et votre passion pour ce domaine et ce métier, et en particulier sur le rôle et la transition de statut et de ces deux métiers de commissaire enquêteur et de garant. Alors, des éléments de discussion, vous les avez ici, je ne les reprends pas, et je propose d'ouvrir la discussion en sachant que je suis désolé, j'ai vraiment beaucoup de bruit, donc je vais simplement lancer les questions et je vais vous laisser répondre au fur et à mesure. Je vais vous demander, contrairement aux sessions précédentes, d'utiliser la discussion pour poser effectivement vos questions. Le terme même d'enquêteur ne fait pas vraiment penser à la participation. De quelle nature sont les seuils d'appel à l'enquête publique? Anissa. Alors, oui, le terme de commissaire enquêteur, c'est un terme, si vous voulez, qui est issu de la Révolution, hein, comme fait s'appeler commissaire de la République
public. Donc, c'est très bien. On a beaucoup réfléchi à changer non, hein, on voit tout de suite à quoi il sert. Le commissaire enquêteur, on ne sait pas sonné de la police, on ne sait pas sonné de l'INSEE, etc. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on porte mal notre nom, mais on n'en a pas trouvé de meilleur. Les seuils, les seuils, ils sont déterminés par le code de l'expropriation et le code de l'environnement. Hein. Donc, un maître d'ouvrage qui a champ d'éoliennes à faire, un maire qui a un PLU à modifier, à réviser, il sait, il le sait quand est-ce qu'il doit demander un commissaire enquêteur. Hein. C'est c'est régi par les textes. Et donc, quand je disais qu'il y a des établissements qui reçoivent du public, qui peuvent être dangereux, hein, par exemple des usines Céveso, des carrières, des choses comme ça, les seuils d'autorisation et de déclaration ont été baissés. Donc maintenant, vous pouvez ouvrir une carrière, par exemple, en faisant une déclaration en préfecture, alors qu'avant, il y avait une enquête publique avant. Voilà. Donc c'est en ça que je dis que l'enquête publique est menacée. Vous ne pouviez pas modifier vos documents d'urbanisme sans qu'il y ait enquête publique. Maintenant, vous avez une procédure de modification simplifiée qui permet de modifier vos documents d'urbanisme sans qu'il y ait enquête publique. Donc, il y a quand même vraiment une grande menace, hein, même si l'enquête publique, elle est décriée, elle est à côté vieillot et on se bat pour enlever ces a priori, hein, mais elle est là, elle existe, elle a le mérite d'exister et elle est vraiment un endroit où les gens peuvent s'exprimer. Des projets ont été abandonnés ensuite dans cette enquête publique. Ils peuvent être quand même assez révisés d'une façon. Perdu le son de Anissa, ou j'ai perdu le son d'Anissa. J'ai arrêté mon micro, j'avais terminé, donc j'ai arrêté mon micro. D'accord, ok. Peut-être, je vais relancer directement Elsa, justement, sur la perception du côté des dispositifs que vous accompagnez à l'ISOD, dont tu décrivais effectivement le côté plus ouvert, amont, etc. Comment est-ce que vous percevez, par exemple, la relation avec les garants que vous avez vu apparaître depuis quelques années, où je sais que vous avez même été partie prenante de certains éléments de formation. Comment est-ce que cette organisation, finalement, dans les différents métiers qui existent, vous l'apercevez, et est-ce que les choses s'organisent bien? Oui, en fait, pour l'instant, j'ai vu des garants qui m'ont accompagnée que sur 2 projets parmi tous ceux que je suis, parce que je vous disais, c'est quand même certains projets spécifiques où il y a l'obligation d'un recours à un garant et il y a beaucoup de projets de concertation qui se font sans. Mais donc, sur les 2 cas où j'ai vu un garant qui nous accompagne, pour moi, c'est intéressant parce que c'est complémentaire. Donc, en fait, ça dépend des cas, mais dans les cas où moi je suis, le maître d'ouvrage a par ailleurs pris un prestataire spécialisé dans la concertation pour réfléchir à son processus. Donc, on est quand même dans un cas où il y a une réflexion assez poussée, alors que le garant, parfois, ils sont nommés, ils arrivent dans les processus où il n'y a pas, et le maître d'ouvrage, il fait tout seul. Donc là, j'imagine que d'un point de vue conseil sur la concertation, ils ont peut-être plus de travail que quand par ailleurs, il y a un prestataire qui prend ça en charge. Donc, quand il y a un prestataire comme moi, finalement, on travaille un peu en binôme. Il est plutôt en observation et il va avoir des points de vigilance assez spécifiques, assez propres à la concertation citoyenne, même si dans le cas que je travaille, il a un regard sur tous les volets de la concertation, hein, mais il a un accent particulier sur l'implication du citoyen. Et finalement, pour moi, c'est plutôt un allié dans les comités de pilotage ou comités techniques pour essayer d'appuyer, d'aller vers quelque chose de parfois un peu plus ambitieux. Mais donc, voilà, ça se passe plutôt bien. Après, ce que je vois comme différence, c'est que, donc moi, dans les processus que j'accompagne, c'est souvent des processus qui vont être relativement longs et où on va s'attacher à avoir des ateliers collectifs où on prend le temps d'accompagner un groupe pour qu'il formule une proposition collective. Et ça, j'imagine que les commissaires enquêteurs, c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément l'obligation de le faire et le temps. Et même les garants, je pense qu'ils n'ont pas forcément, vous me corrigerez Anissa, l'obligation de le faire ou le temps. D'avoir cette attention
de co-construction d'une proposition collective. Enfin, moi, j'avais l'impression que ça pouvait être aussi quelque chose d'un peu différent parce qu'on n'a pas les mêmes temps d'intervention. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites, puisque dans le rôle du garant, il y a deux volets, c'est-à-dire la concertation préalable ou le débat public, c'est-à-dire c'est très court dans le temps, hein, c'est 2 mois en gros, mais il y a le texte prévoit justement qu'on accompagne une post-concertation. Et dans le cas, moi j'ai accompagné un gazoduc avec un bureau d'études spécialisé dans la communication, et j'ai très très bien travaillé avec eux parce que j'estime qu'on est vraiment complémentaires, et la participation c'était un bureau d'études de Bordeaux. Et ensuite, si vous voulez, le maître d'ouvrage a demandé à ce que, alors que c'était volontaire en plus, c'était même pas obligatoire, à ce que ma mission soit prolongée au-delà de la concertation, puisque j'avais préconisé justement des ateliers longs sur les thématiques qu'on avait déterminées en concertation préalable. Et donc, on a fait 1 an sur ces ateliers thématiques, et ça aurait dû durer 4 ans. Malheureusement, le projet a été, enfin malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, puisque je n'ai pas déterminé, mais malheureusement pour moi, parce que l'expérience était intéressante, et a été sorti des projets d'intérêt communautaire européen, et donc le maître d'ouvrage a renoncé au moins temporairement à faire son projet. Voilà. Mais il y a 2 volets, et on connaît mal, et on utilise le garant, il est vraiment sous-utilisé, vous le dites bien, hein, donc il y a ce volet post-concertation et d'accompagnement sur les ateliers, etc., qui est très intéressant. Merci Anissa. Alors, on avait une question de Marie-Pierre Arlot que je pense on va poser à Elsa avant tout. C'est quels avantages et inconvénients d'accompagnement sur des durées longues au regard d'accompagnement plus ponctuel? Donc, sur la question de la durée d'accompagnement qui peut aller même jusqu'à une certaine relation contractuelle de fond. Je connais une structure pas loin de Montpellier qui vient de mettre ça en place, effectivement, d'avoir un accompagnement, disons, vraiment de fond. En fait, il n'y a pas de solution mieux ou moins bien, ça dépend au cas par cas des contextes. En fait, c'est toujours la balance entre les moyens qu'on va mettre en face des objectifs. Et donc, au cas par cas des contextes, je vais recommander des choses qui peuvent être plutôt courtes ou plutôt longues. Après, il y a aussi la question de... Parce que souvent, ça s'insère en parallèle d'études plus techniques. Donc, il y a aussi à réfléchir comment ça va accompagner une étude qui parfois, elle, est sur des temps plus longs, par exemple sur un PLU. Ça peut mettre 2, 3, 4 ans à ce que le PLU il soit approuvé, il sorte. Et du coup, là, se pose de comment on accompagne la concertation. Est-ce qu'on fait juste un tout petit temps au début? Est-ce qu'on fait plusieurs temps où on se retrouve une fois par an? Est-ce qu'on fait... voilà. Donc, ça va être plutôt l'articulation des différents temps d'études et de décisions politiques avec le temps de la concertation, mais ça peut être court ou long. Et il y avait une question aussi, je crois, dans le fil de discussion. Pour le champ politique, donc les élus. Ouais, c'est ça, c'est comment est-ce que vous avez... est-ce que les élus veulent vraiment faire la participation quand vous êtes prestataire, comment vous vous positionnez? Donc, c'est une question de déontologie qui est très, très importante, évidemment. Oui. Là aussi, je dirais que ça dépend beaucoup du cas par cas et finalement, ça dépend des personnes. Bon, l'avantage quand on intervient dans des concertations qui ne sont pas des concertations réglementaires, qu'il y a eu un appel d'offres, c'est que quelque part, bon, on est quand même sur des structures, des collectivités qui ont une envie d'y aller. Alors après, ça peut être plus ou moins une envie affichée. Donc, ce qu'on fait, c'est que de toute façon, on réfléchit beaucoup en amont à comment on va positionner la concertation par rapport à la prise de décision et d'être le plus honnête possible avec le cadre qu'on va pouvoir proposer. Donc, ça, c'est toujours rappeler qu'on est assez rarement dans des cas de codécision complet, que les pouvoirs publics et les élus qui gardent le pouvoir de décision proposent, ouvrent un cadre pour qu'un groupe fasse des propositions. Donc, pour nous, la ligne rouge, c'est un peu que ces élus ou décideurs s'engagent à les considérer et à faire une réponse, mais pas forcément à les appliquer telles quelles. Donc, en fait, on travaille avec les collectivités et pas uniquement avec les chargés de mission, mais souvent avec aussi leurs élus sur le cadre qu'on va pouvoir présenter, publier, qu'on va communiquer largement. Et voilà, après, on va plus ou moins loin suivant les cas et les communes. Je crois que tu réinsistes sur quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté dans un certain nombre de webinaires précédents, qui est la notion de contrat participatif.
et qui est vraiment le cadre avec toutes les parties prenantes de l'engagement de chacun, les rôles, les responsabilités et l'extension de ce que ça peut produire, avec derrière, évidemment, aussi un enjeu de régulation du respect de ce cadre. Alors, on a deux autres questions. Une question posée par notre collègue Mariana Rios, qui vient du Brésil et qui a travaillé aussi avec nous en Tunisie, qui est actuellement dans notre équipe. Alors, en relation avec la question ci-dessus, les barrages hydroélectriques au Brésil, par exemple, ont généré des dommages aux populations qui n'ont pas été bien compensés. Même avec une enquête publique, il est difficile d'arrêter ces grands projets. Comment donner de la voix à des acteurs qui n'en ont souvent pas? Alors, je vais redonner la parole à Anissa, peut-être, là-dessus. Oui, justement, je l'ai mis dans mon diaporama, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais c'est vrai que le reproche qu'on peut faire à l'enquête publique, c'est aussi sa qualité, puisque le dossier est complet, on peut vraiment se déterminer sur un dossier qui est terminé, c'est qu'elle arrive en bout de chaîne. Et souvent, il y a eu des années de travail, des gros investissements qui ont été faits en études préalables, etc. Et c'est là qu'il est parfois difficile de donner un avis défavorable. Il faut savoir aussi que on peut donner un avis défavorable, mais on n'est pas obligé, le maître d'ouvrage n'est pas obligé de nous suivre, hein, ou le préfet d'ailleurs, il peut passer outre en motivant pourquoi il va passer outre. Bon, mais quand même l'intérêt, c'est que si on donne un avis défavorable, si la décision est attaquée auprès du tribunal administratif, il y a sursis à statuer, c'est-à-dire que le projet ne se fait pas tant que le tribunal administratif n'a pas décidé. Donc il y a quand même ça. Bon, comment donner la parole? C'est vrai que c'est aussi notre préoccupation de donner la parole à ceux qui ne la prennent pas. C'est une préoccupation qui est dans tous les congrès participatifs, qui existent dans tous les congrès participatifs. Nous, on va quand même au sein des territoires les plus reculés, dans des tout petits villages, des fois de 15 habitants, et les gens, en territoire rural, les gens prennent la parole. C'est plus difficile dans les villes. Et c'est vrai que nous, on peut mettre des réserves, justement, ça peut être éviter, réduire, compenser sur ces réserves-là. Est-ce que nous, on les met? Qui va les suivre? C'est aussi une question qu'on se pose. Au niveau des DREAL, au niveau des DDTM, nous, on a bien étudié le projet, on a écouté les gens, on a mis des réserves, et normalement, les réserves doivent être levées, sinon ça vaut avis défavorable. Et là aussi, on se bat un peu pour que les réserves soient vraiment écoutées. Voilà. Et s'il n'y a pas des associations derrière qui attaquent le projet en disant mais non, il n'est pas conforme, eh bien, voilà, il y a un projet peut nous échapper, voilà, peut échapper au commissaire enquêteur. Évidemment, vous faites écho à un problème récurrent et très important, en particulier en France, qui est la relation des agents administratifs et des directions administratives avec les questions de participation et avec une difficulté à diffuser une culture de la possibilité de remise en question de l'expertise et de la décision par les dispositifs décisionnels participatifs. Et ça, c'est très compliqué. Les unités de modernisation de l'État y travaillent pour partie. La CNDP, le CGDD, y travaillent aussi, la Commission générale de développement durable. Ça fait partie des transformations et on sait très bien que, par exemple, les ordonnances sur le dialogue environnemental sont très mal perçues en réalité par beaucoup de gens dans les administrations de type DREAL, DDT. Je ne veux pas du tout taper sur mes collègues fonctionnaires, mais c'est lié à des difficultés aussi internes, de réduction d'effectifs, etc. Et à la fin, c'est un endroit où effectivement cette participation qui peut être portée par des élus, qui peut être correctement mise en place, va aussi rencontrer des difficultés parce qu'il faut refaire des choses qui ont déjà été faites alors qu'on n'a pas beaucoup de moyens et donc c'est compliqué. Voilà. On a une dernière question et puis on s'arrêtera après celle-là pour respecter à peu près le temps. Question un peu administrative. Quel est le statut officiel dans les bureaux d'études des professionnels de concertation? Y a-t-il des hiérarchies en fonction de l'expérience? Alors Elsa, est-ce que tu veux nous parler un peu de ça? Ouais, Vous êtes une SCOP. J'étais en train d'écrire la réponse. Mais en fait, c'est comme dans toute entreprise, je pense qu'il y a plein de cas de figure au cas par cas. Donc, nous, on a une SCOP, donc c'est une structure qui est issue de l'économie sociale et solidaire avec une gouvernance très horizontale. Donc, tout salarié a vocation à devenir associé et donc à participer à… Enfin, toutes les décisions se prennent en collège d'associés. On n'est que 6, donc c'est tout petit, c'est aussi possible et flexible. Et voilà, après, côté hiérarchie, expérience, il n'y a pas vraiment côté hiérarchie. Par contre, on a une sorte de parrainage. On essaye le plus possible de travailler en binôme et que les plus seniors accompagnent les plus juniors, on va dire, parce que ça rejoint un peu la question sur le métier. Et finalement, c'est un métier qui s'apprend beaucoup en pratiquant et en échangeant sur les façons de faire avec les uns et les autres. Donc, on essaye de garder ça dans nos pratiques. Oui, en sachant qu'on a vu émerger, vous le savez, parce qu'on a suivi les histoires récentes, des grands bureaux d'études qui étaient plutôt techniques,
qui ont progressivement développé des sous-activités sur le champ de la participation, avec plus ou moins de succès selon la façon dont ils ont conduit ça, et y compris d'ailleurs des majors du Conseil, du Grand Conseil, je citerai personne, mais vous voyez ce qu'on appelle les 3 grands du Conseil mondial, qui se sont positionnés là-dessus. Et là, encore une fois, on voit quand même apparaître des dispositifs qui parfois posent question par leur côté hyper institutionnel et une faible connaissance finalement des enjeux vraiment sociaux. Là, on retrouve un peu l'éthique de conviction qui peut être sous-jacent finalement à l'engagement en tant que professionnel de la participation, qui n'est pas toujours présent dans ces cas-là, y compris d'ailleurs des cabinets d'avocats aussi, même, hein, qu'on voit apparaître sur le marché de la participation. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va clore cette session. Je remercie donc Anissa Pardinay et Elsa Lerteurtre pour leur intervention et tous les participants. Et donc, je vous dis à dans 15 jours, parce que c'est dans 15 jours, pour la session suivante qui portera sur la dimension internationale de la participation. Et c'est quelque chose que je trouve qu'on connaît aussi assez bien, y compris d'ailleurs l'ISOD qui bosse pas mal à l'international. À bientôt. Merci, au revoir.